En fait, c'est vrai, mais ça, ce sont des cas isolés. Ça, il faut le dire. On l'observe de façon générale. Aujourd'hui, il y a trop de familiarité. Ce sont des cas isolés, des professeurs qui se retrouvent avec leurs élèves, des élèves qui se retrouvent avec leurs professeurs. Des élèves qui dépendent de leurs professeurs. Mais non, je ne peux pas accepter qu'on dise ça des enseignants aussi de façon banale. C'est des cas isolés. C'est arrivé qu'après une réussite, un élève puisse vouloir remercier son enseignant et lui dise, monsieur, je vous offre un whisky, je vous offre une bouteille de vin, pas d'aller s'asseoir avec lui dans un tourneau d'eau, bien dans une gargote. Là, je condamne ça fermement. On ne s'assoit pas avec son élève. Parce que lorsque vous brisez déjà cette distance, ça fait que l'enfant ne va plus vous respecter. Vous perdez devant lui toute autorité, vous devenez un larbin devant lui et même dans la salle de classe, il ne vous donne plus aucun poids. Mais je voudrais dire, effectivement, pourquoi ça arrive. L'ancienne génération des professeurs et des enseignants était d'un certain âge. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, avec la multiplication des écoles normales et la révision de certaines lois scolaires, il y a de plus en plus de jeunes enseignants, ça a remarqué-le. Il y en a qui sortent même à 17 ans de l'école normale, je vous avoue. Donc, c'est pour vous dire que à la maison, l'enseignant est un peu comme le grand frère et on n'arrive plus... Dans la même pulsion. Là, vous évoquez une question très intéressante pour nous, les psys. Oui, on viendra vers vous. On viendra. Dès qu'il finit, je vous promets. Oui, ça fait que l'enseignant a plus en face de lui un frère, une sœur que son enfant. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt des papas, des parents et du coup, c'était différent. Donc, mais ce n'est pas ça qui doit justifier la violence. Ce n'est pas ça qui doit justifier cela. L'enseignant doit reconnaître sa place en tant que pédagogue. Même si j'ai 16 ans devant un élève de 40 ans, je dois me comporter en fonction de ce que j'apporte comme bagage intellectuel. Je dois me comporter comme un enseignant digne de son nom et ne pas me laisser embobiner par cette familiarité qui finit par engendrer le mépris et donc la violence. D'accord. Maurice, deux copains qui se retrouvent à ne pas maîtriser la pulsion. Si on veut résumer un peu ce que Fabrice a dit. Non, ce que je vais dire là ne va pas être intéressant. Allez-y. Bon, mais je le dis quand même. Hein. Nous devons accepter que la société avance, qu'elle change, qu'elle soit dynamique. Il y a des mutations. Qu'il y a des mutations qui s'opèrent dans la société. Dans tous les cas, obligatoirement, il faut qu'on l'accepte. Et du coup, nous sommes dans une école nouvelle qui n'a parfois rien à voir avec une école ancienne. Et c'est pourquoi j'aime pas trop qu'on fasse une comparaison entre ce qui se passait avant et ce qui se passe les écoles 2.0. Voilà. Donc, en fait, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, la relation entre l'enseignant et l'apprenant, auparavant, c'était une relation essentiellement verticale, c'est-à-dire l'enseignant situé dans son piédestal et l'apprenant au bas. Et c'est cette distance... C'était le magistère. Le magistère, bien sûr, c'est ça qui faisait la sacralité de la chose. Très bien. Mais la société ayant évolué vers une certaine dynamique, aujourd'hui, on a compris que cette relation verticale avait quelque chose de suffisamment frustrant et de restrictif chez l'apprenant. En psychopédagogie, en pédagogie tout simplement, on l'a établi. Il y a eu donc une forme d'évolution qui voudrait qu'au-delà de la relation verticale, qu'il y ait également une relation horizontale. Cette relation horizontale fait que l'apprenant, dans un élan de liberté, se relâche complètement et du coup, donc, peut participer à la construction de la connaissance. C'est pourquoi tout ce que vous attendez, les nouveaux systèmes qui sont arrivés là, c'est comment est-ce que l'apprenant peut participer à l'élaboration de la connaissance lui-même de son cours en tant que consommateur. Bon, alors, on ne veut plus d'apprenants qui soient des consommateurs passifs de denrées cognitives, mais qui soient des producteurs de ces denrées. Donc, quand on est dans cette situation, la problématique reste au niveau de l'encadrement de la relation horizontale. C'est-à-dire, comment encadrer cette relation horizontale pour que l'apprenant, tout en étant au même pied que l'enseignant, puisse savoir quelles sont les limites qui sont les siennes et que représente cet enseignant. Voilà là où toute la problématique se pose. La violence arrive lorsque l'un des acteurs dans cette relation horizontale est frustré.
vraiment, je gêne personne pour dire cet enseignant ou ce conseiller d'orientation, il faut rentrer dans son histoire, il est sûrement juste. Il en a eu ras le bol. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il n'ait pas été suffisamment bien formé pour gérer ce genre de situation. Parce qu'en fait, un comportement est lié à deux aspects. C'est-à-dire l'environnement qui détermine le comportement de l'individu. Hein, et il y a, et ça s'appelle de l'acquis. C'est des choses qui sont passées et qui ont orienté le sujet agissant vers un certain comportement. Mais au-delà de l'acquis, n'est-ce pas, il y a l'inné. L'inné, c'est qu'il y a des gens qui, à la naissance, sont d'office violents. Oui. On peut avoir ainsi affaire à ce genre de personnes. L'environnement finit par ne même pas changer ce genre de personnes. Ce conseil peut être de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire qu'il peut avoir agi ainsi parce que naturellement il est violent. C'est pourquoi j'insiste sur son histoire. Il fallait voir à la maison comment il vit avec sa famille, de quelle famille, comment ça se passe. Donc, et là, chez nous, je crois que le docteur le sait très bien, nous devons éviter de globaliser les cas. C'est-à-dire qu'en psychologie, comme dans toutes les sciences sociales en général, les problèmes doivent être pris individuellement. Et cette propension à vouloir généraliser des choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne parvenons plus à sortir véritablement des solutions idoines pour des situations. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Christian Illac, on passe d'une relation verticale à une relation horizontale, comme Maurice l'a mentionné tout à l'heure, sauf que la relation horizontale nous permet d'aller de l'arme blanche au coup de poing aujourd'hui. Alors oui, bon, alors je prends ça comme ça, mais bon, c'est pas sûr qu'on puisse faire la relation de cause à effet. Je voulais dédonner un peu les enseignants en disant que même si on constate deux choses qui arrivent au même moment, concomitamment, parfois il y a une relation statistique simplement, mais sans qu'il y ait de relation de causalité. Attention à ça, parce que si on commence à dire que c'est parce qu'on s'assoit, les gens vont penser qu'effectivement c'est ça qui non pas nécessairement. On dit souvent que trop de familiarité engendre le mépris. Nécessairement, mais c'est pas sûr que si on prend les cas où on a eu les plus grandes violences, c'est vraiment les cas des enseignants qui sont aussi allés. On n'est pas très sûr de ça. C'est la première chose que j'allais dire. Mais j'ai bien aimé aussi la question que vous avez, qu'on peut discuter là. Et d'ailleurs, il a bien utilisé le mot encadré. Ça renvoie au cadre. Le cadre, en fait, c'est la bonne distance. C'est un peu la question de dire tu ou dire vous à la personne. Vous voyez, vous avez un ami, à quel moment vous commencez à dire tu? Quand il est déjà à tu, vous êtes déjà un peu proche. Et donc cet élève-là, qui, quand même, parce qu'il est passionné par mon cours, parce qu'il vient au cours tout le temps, il trouve un enseignant qui le fait rêver. Eh bien, qui décide de m'offrir un bonbon à la pause en disant, monsieur, voilà un bonbon. Est-ce que, alors... Il n'y a pas que souvent, il n'y a pas que le bonbon, hein. Non, mais voilà. Alors, donc maintenant, est-ce que je refuse le bonbon? Est-ce que je l'accepte? De le refuser, qu'est-ce que j'ai induit chez lui comme frustration? De l'accepter, qu'est-ce que je provoque chez lui comme pseudo-fantasme derrière? Donc maintenant, peut-être que c'est le mot que je mets et l'attitude que j'ai qui compte plus que le fait de le faire ou pas. Parce que si j'ai l'attitude de celui qui n'attendait que ça, ben, ça joue peut-être comme corruption. Absolument. Et si j'ai l'attitude de celui qui... Voilà. Donc, c'est comment poser le cadre. C'est toujours sur cette question qu'on revient. Et cette question du cadre concerne aussi la question de ce qui est un peu la bonne distance, comme on a dit, mais aussi la question du contrat qui me lie à lui. C'est ça le cadre aussi, le contrat. Et le contrat n'est pas d'aller faire un certain nombre de choses. Le contrat, c'est que je lui transmette des enseignements. Alors maintenant, après, il revient sur une question intéressante, c'est la question de l'horizontalisation. Nous, on voit ça dans les hôpitaux aussi. À une époque, les médecins étaient des gens tout puissants qui savaient tout. Mais Google est arrivé entre-temps. Et puis autre chose encore. Et les gens peuvent taper même le nom du docteur sur Google pour aller voir. Et donc maintenant, les médecins qui vont rester comme ça auront un peu de mal quand même, avouons-le. Et donc on a commencé à reconsidérer aujourd'hui les choses en disant, eh bien dans l'espace du soin, il n'y a plus seulement le médecin comme expert. Le garde-malade, l'accompagnant du malade qui est là, il est aussi expert parce que c'est lui qui sait combien il a dans sa poche. C'est lui qui sait quel est le rôle de cette personne dans le groupe familial. Et donc, si je prends en charge sans l'écouter un peu et voir dans son regard qu'il n'est pas prêt à payer tout de suite et qu'il faut peut-être que je fasse autre chose en attendant, et le patient en face, il est aussi conscient de ce qu'il ressent. Il connaît mieux sa vie que quiconque. Donc, c'est ça aussi qu'on a voulu installer, que l'élève amène son expertise aussi dans l'espace. Mais avec cette expertise arrive aussi toute la personnalité de l'élève dans l'espace. Absolument. Et donc, si l'enseignant n'est pas préparé, parce que le tout, c'est pas dans les écoles, attention, parce que même dans les plus grandes structures, il y a quand même dans les manœuvres de sécurité, des apprentissages de en cas de ceci, faites cela. Donc maintenant, je ne sais pas si dans tous les lycées c'est déjà placardé et qu'il y a des simulations qui sont faites. C'est l'idéal qu'on arrive à ça. Qu'on arrive à des situations où on sait
Moi qui suis en psychiatrie, écoutez, la violence, quand vous en parlez, moi je rigole. Parce que ça, pour nous, c'est du petit déjeuner en fait. Parce que nous, on en voit quand même qui arrivent chez nous, qui sautent des étages, qui font des trucs, qui se font des entailles sur eux, qui sont prêts à nous tuer. Hein. Et donc nous, et il y a des femmes qui travaillent dans mon service, il y a des infirmières femmes, que je félicite d'ailleurs ici. Et bien ces filles-là, elles savent que si le gars fait ceci, nous on ne s'assied pas comme ça, on ne tourne pas le dos à la porte, on ne fait pas ci. On a des postures. Quand on rentre dans la salle, voilà ce qu'on fait. Donc je pense qu'il est peut-être temps qu'on commence aussi à installer ces choses-là, qui ne sont pas du self-défense, mais qui sont simplement de la prévention et qui vont éviter que les réflexes marchent. Parce que quand ça ne va plus, l'humain, il va interpeller le cerveau profond là-bas, qui est le cerveau animal. Lui, il va ressortir des choses qui ne sont pas du tout préparées et bien structurées. Un peu comme ce coup de poing qui est passé à la côte de notre petit Ulrich. Ça fait quand même des années qu'on parle de violence. L'année dernière, il y avait une recrudescence des cas dans nos établissements scolaires. On ne s'attendait pas que cela commence si vite. Ça veut dire que vous, enseignants, vous n'êtes pas suffisamment préparés, Fabrice. Nous sommes bien préparés. Parce que si on commence l'année avec des coups de poing, avec une ablation de rate, un enfant qui va vivre toute sa vie sans sa rate, on se pose bien des questions. L'incident, je continue à le dire, l'incident d'Ambam est à condamner fermement. Aucune violence, comme le disait l'écrivain Ciara dans son livre « Les violences à l'école », une écrivaine française, aucune violence, qu'elle soit de l'élève vers l'enseignant ou de l'enseignant vers l'élève, est tolérable. Mais est-ce que vous êtes préparé? Puisque ce n'est plus un fait nouveau, normalement quand on parlait tout à l'heure de limites, de savoir comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'en tant qu'enseignant, au regard du contact permanent avec ces élèves sur le terrain, est-ce que vous êtes suffisamment préparé? Effectivement, nous sommes préparés parce que nous subissons au quotidien des recyclages sortis des écoles. Beaucoup ont fait déjà un certain nombre d'années sur le terrain. Nous subissons au quotidien des recyclages de nos chefs d'établissement. Il y a des gens chargés de gérer les problèmes de violence à l'école, les surveillants généraux, les surveillants de secteur. Il y a toute une panoplie d'éléments mis autour de l'école avec effectivement les conseils d'orientation qui au quotidien donnent des cours de morale et de civisme et même de civilité à ces élèves. Mais le problème n'est pas là. Il y a toujours des brebis galeuses qui s'égarent et à la fin, on se retrouve avec des élèves qui ne respectent rien et des enseignants de temps en temps qui dérapent. Mais je voudrais dire, la violence, aujourd'hui, on est seulement en train de condamner celle faite de l'enseignant faite sur l'élève. Mais au quotidien, celle des élèves sur les enseignants est plutôt flagrante. Mais je voudrais dire, c'est vrai, sommes-nous préparés? Oui, l'enseignant est préparé parce que au quotidien, il sait qu'il entre dans une salle de classe pour enseigner, pour donner des cours et non pour frapper l'élève. Nous sommes préparés parce qu'il y a des lois qui existent et qui interdisent tout service corporel à l'école. Il n'y a pas de fouet, je vous assure, il y a des lois qui existent, il n'y a plus de fouet à l'école, il n'y a plus de coups comme avant. Aujourd'hui, tout cela est interdit, il y a des punitions plus douces pour permettre à l'élève de revenir sur les bonnes voies. Donc l'enseignant sait que lorsqu'il entre dans une salle de classe, il n'a pas le droit de frapper sur un élève. Il a d'autres méthodes auxquelles il peut recourir. Donc ce qui est arrivé, c'est un incident malheureux que nous condamnons fermement. Et j'invite les enseignants à ne pas céder à ce genre de tentation, parce que c'était une tentation de trop. L'élève a tellement injurié l'enseignant en plein cours. Et c'était dans une salle de classe, débordée. Le coup est parti, malheureusement, une rate est restée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à sensibiliser ces enseignants, continuer à sensibiliser nos élèves, à considérer l'enseignant comme étant leurs parents lorsqu'ils sont en face d'eux et à les respecter en tant qu'aînés. Parce que ce qu'ils viennent leur donner, c'est la connaissance. Ils doivent s'abreuver à cette connaissance et non les violenter. D'accord. Alors Maurice, pour rester un peu à Ambam, si on suit les explications du proviseur, le conseiller d'orientation était venu juste en remplacement d'un professeur qui n'était pas là. C'est quelqu'un, selon les dires du proviseur, de très calme, vraiment pas d'histoire. Et le jeune garçon aussi quelqu'un de calme, sauf qu'il a intégré une salle de classe qu'on appelle une salle de classe de redoublants, de troubleurs. Donc si on comprend que dans un établissement, il y a une salle reconnue de troubleurs, d'enfants un peu désaxés, ça veut dire que quelque part, il y a échec aussi au niveau à tous les niveaux, cercle familial, l'établissement même en question. Parce que si on reconnaît quand même que c'est une classe qui fait problème, comment amener les bleus auprès de ces gens-là? Il y aura une transformation.
Bien, il y a l'effet concurrent. Pour qu'on arrive à un incident comme celui-là, il faut repartir et se poser beaucoup de questions. Où est-ce que ça a commencé? Quelle est la structuration, n'est-ce pas, du phénomène ou du fait? On dit que c'est le milieu, c'est sa salle de classe qui l'a complètement transformé en tant que jeune bleu. Sauf que le lycée d'Amam existe depuis longtemps. Sauf qu'il y a 3 semaines que la rentrée a eu lieu. C'est seulement à ce moment que cet incident est arrivé. Le feu, il n'est pas sorti dès le premier jour où ça s'est retrouvé. Et on serait même arrivé dans une situation où l'année scolaire se serait terminée sans qu'il y ait cet incident et qu'il ne serait rien passé. Ce n'est que lorsqu'il y a un problème qu'on essaie de réfléchir pour savoir quelles sont les erreurs, quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Ça, il faut dire des choses comme ça. Bon, vous voyez, le fait de dire que le conseiller d'orientation, c'est quelqu'un d'habituellement calme, que l'enfant, c'est quelqu'un d'habituellement calme. Je dis, vous voulez porter une insulte aux disciplines de psychologie qui vont vous dire qu'en réalité, le calme, lui, il prépare un tsunami qui, lui, il va s'élouer. Quels sont les sujets violents, c'est lesquels? Ce n'est pas ce que vous voyez exciter tous les jours. Eux, ils sont des sujets qui ont un mode de fonctionnement qui est extériorisé. Hein? C'est-à-dire 360 degrés. Les dangereux, les plus dangereux, c'est des personnes introverties, pour lesquelles il se structurent des conflits internes et qui, sous forme de pulsion, réagissent au moment où les gens s'attendent le moins. Hein? Moi, je me méfie beaucoup plus de quelqu'un de calme et d'introverti qui ne dit rien que quelqu'un d'autre qui est expansif et s'exprime à tout vent. Donc, rien ne peut justifier cela. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut encore revoir dans le cas de cette dame, exactement, dans le cas de la dame? Non. Non, le lycée? C'était une dame ou c'est un homme? C'est un homme. Le cas de monsieur, ce conseiller, voilà. Dans le cas de ce parce que je m'imaginais une dame. Non, c'est pas une dame, c'est un homme qui a réussi à soulever. Voilà. Donc, il faut rentrer dans son histoire personnelle et voir si son calme. Je reconnais qu'il y a beaucoup de jeunes collègues en réalité qui transposent un certain nombre de frustrations qu'ils déportent de tout ce qu'on connaît de l'enseignant aujourd'hui. Les grèves, les arrêts de salaire et tout, les conditions de travail. Tout cet ensemble de frustrations. Nous sommes dans une situation où l'incident d'Ambam va se répéter à plusieurs niveaux. Parce que tant que les problèmes des enseignants ne seront pas totalement résolus et apaisés, on va trouver des enseignants extrêmement frustrés qui en réalité vont passer outre ce qu'ils ont reçu comme formation pour essayer. Et la solution, à mon sens, toute la solution est dans la nécessité qu'il y a d'armer davantage des enseignants. Elle a parlé de recyclage tout à l'heure. Il faut réarmer. Pas avec les armes ou le couteau, parce qu'on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux, on demandait aux professeurs, enseignants de désormais marcher avec des armes ou des couteaux pour se protéger. Non, les réarmer, c'est à 2 niveaux. Hein. Je parle de réarmement moral. Moral, si vous voulez. Oui. C'est à 2 niveaux. D'abord, au niveau de la formation. Au niveau de la formation. Je peux vous dire que c'est vrai, tous les enseignants, ils ont des cours de psychologie, mais sûrement pas suffisant pour déceler des comportements violentogènes, hein, si vous permettez l'expression. Voilà. C'est difficile. Bon, c'est difficile, par exemple, de dessiner le profil d'un enfant qui potentiellement est violent. Donc ça, il faut renforcer donc cela pour qu'un enseignant qui rentre dans une salle de classe, sachant que cette attitude que cet enfant a le prédispose à être déjà violent, il faudrait s'en méfier. Donc, au niveau des structures de formation, il faut mettre un accent particulier là-dessus. Maintenant, il faut recycler. Il faut recycler parce que, bon, d'accord, il en arrive qui sont jeunes,
Mais après un certain temps, on va... Ils vivent la puberté en tant qu'enseignants. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon respect. Je souhaite qu'on respecte les enseignants. Non, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a des jeunes à 17 ans Ils sont jeunes, mais ils sont normale, suffisamment mais il y a des matures. pubertés retardées aussi. Ils sont suffisamment matures, tout de même, parce que lorsqu'on est passé par une école normale, on reçoit des cours intensifs qui permettent d'être des enseignants de qualité. Nos écoles normales sont quand même à respecter. Il y a une chose. Nous n'allons pas demander aux enseignants de vieillir d'abord avant d'aller sur les bancs. Ce n'est pas une question de vieillesse, c'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Oui, ça, c'est On peut bien être, compris. oui, on peut être jeune. Et dans tous les cas, je suis pas contre un enseignant qui prend un pot avec ses apprenants. Il n'y a pas de drame à cela. Mais il faut savoir dans quel contexte ils sont, dans quel contexte se passe. Ça commence où et ça s'arrête où. Parfois, c'est justement là où il y a le problème. On n'arrive pas à limiter au point où on se retrouve au-delà. Oui, des relations. En fait, lorsque par exemple, vous enseignants, vous prenez un pot avec vos enfants, parce que ce sont vos enfants, il y a quelqu'un qui doit maîtriser l'ensemble de la scène, parce qu'il a les arguments pour. C'est l'enseignant qui doit savoir, par exemple, que je peux partager un jus avec un enfant, mais jamais une bière. C'est pas possible. Qui sache dire, OK, pendant que nous sommes en train de discuter, lorsque... il ne faut pas que ça glisse là. Qu'on passe de vous à tu. Dès que c'est là, vous coupez non, vous coupez très vite, vous le percevez. Parce que vous devrez une main peut passer sur la tête sous vos comme gardes, une caresse là. constamment sous vos gardes. Et dire que potentiellement, quel que soit l'endroit où je suis l'enseignant est d'abord, avant tout, un enseignant. Qu'il soit dans le bar avec les enfants, qu'il soit à l'école, en salle de classe, partout il est l'enseignant et il va montrer à l'enfant ou à son apprenant les modèles de comportement où il se trouve et les encadrer. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a une surmédiatisation de la violence. Ça pose quand même un problème au point où on ne sait plus comment se comporter dans un environnement pareil. Du coup, on transpose à tous les niveaux, y compris au temple du savoir. Oui, nécessairement. Le fait c'est de l'apprentissage un peu passif. Hein. On est là comme ça et on encaisse plein d'images. Ce que moi je perçois de ça, c'est que finalement, les films, au moins, ils mettent souvent interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de... Voilà, déjà, ça ne se respecte pas, mais le journal, le Facebook et consorts, ben, derrière, ça prend plein de choses dans la tête. Mais si vous permettez, j'aimerais rassurer prof en face en lui disant que moi, je suis convaincu, parce que ayant été formé par les enseignants du lycée, que c'est de très très bons enseignants. D'ailleurs, moi, je pense que c'est pour le moment encore, chez nous, l'une des choses qui marche le mieux. C'est les seuls qui entrent à l'école à 7h30 tous les jours et qui sont capables de donner nos résultats du bac quand on les attend. Voilà, vous voyez, c'est quand même malgré des gens... tout le contexte. Voilà, mais maintenant, après, il faut qu'on se dise quand même une vérité. Parce que nous, on a quand même des métiers qui travaillent avec la violence. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un métier, c'est qu'ils enseignent, mais ils enseignent normalement en temps de paix. Nous autres, notre métier, c'est que quand on ouvre la porte le matin, là, le gars qu'on amène là, il vient te boxer ou il veut te tuer, ou il veut se tuer lui-même. Donc, on a quand même, sur un certain temps, acquis un certain nombre de compétences pour traiter la violence, sans être soi-même violent. Il y a même des techniques pour traiter la violence sans être violent, sans faire d'arts martiaux non plus. Il y a même des techniques pour anticiper la violence. Et c'est ça qu'il essaie de dire. Il essaie de dire que si dans le discours, une glissade se met en place et que vous n'êtes pas formé à détecter la glissade, vraiment, il faut être formé à ça. Hein, c'est pas juste de l'amusement. Mais si deux bières sont déjà passées par là et qu'on ne contrôle plus le goût, ça devient compliqué. On peut tout à fait. Alors après, il faut faire attention. Il y a une différence entre apprendre des théories et faire de la pratique après avoir appris les théories. Moi, je ne sais pas. Dans le peu de séminaires que moi j'ai souvent fait, certains séminaires, c'est vraiment qu'on nous met des choses, il y a tellement de choses à apprendre, qu'on nous donne l'essentiel et on passe. Mais je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais de préparer davantage, parce que peut-être que certains types de modules est encore destiné à l'enseignant qui va affronter un enfant qui est plutôt un enfant posé. Mais que ce genre de situation où la crise arrive, quand la crise arrive, alors imaginons une crise un jour où vous avez 20 enfants
dans un lycée qui commencent à faire de la rébellion et qui vont s'attaquer au bureau de tel. On a vu ça dans les hôpitaux, notamment il y a quelques temps. Oui. Mais nous, dans les hôpitaux, on a déployé des petites choses aujourd'hui, hein, on sait. Alors, je ne parle pas de l'hôpital à Kintidi qui a vraiment... On a travaillé, on a un directeur qui a travaillé plein de trucs. Donc, on peut travailler des techniques en disant, quand c'est ça, on retire tel, on met tel, on fait ci, on ferme les bureaux comme ça, ça peut faire qu'on ait, voilà, une sorte comment dire ça, d'algorithme qui permet effectivement d'avoir une réaction pensée et organisée. C'est ça que j'essaye de dire. Sinon, on va même se retrouver avec des enseignants qui se marchent dessus. J'ai souvent vu dans certains services des voitures même qui ne sont pas garées en position de départ. Des choses comme ça. Il y a un incendie, on se lève tous, on commence à courir. Donc je me dis que ce n'est pas seulement pour le cas de la violence des enfants, mais peut-être que toute la politique de sécurité dans certaines de nos institutions doit être repensée, surtout quand on reçoit des jeunes comme ça, qui savent que leurs droits doivent être respectés. Voilà. Et pour terminer dessus, moi j'ai eu l'impression, en commençant l'apprentissage de l'enseignement à l'université là-bas, que je n'ai plus affaire à des jeunes qui ont peur. Parce qu'avant, nous, on avait d'abord peur de l'enseignement. D'abord. C'est-à-dire qu'on arrivait, on le voyait, on se cachait même d'abord pour qu'il passe. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire beaucoup. On regarde dans les yeux. Hein, il y a le gars qui va vouloir passer, il y a le gars qui... Voilà, donc, parfois, c'est qu'on trimballe aussi plusieurs types d'enfants. Et donc, on ne peut pas qu'avoir une réaction unique. Et il a dit tout à l'heure, il faut peut-être des choses plus spécifiques. Et il faut peut-être des mises à jour aussi, là, en respectant tout à fait ce qu'ils savent faire. Peut-être de petites mises à jour pour aider. D'accord. Et cette mise à jour nous permet d'entrer dans la dernière ligne droite de ce programme pour des propositions. L'étape des solutions, comment faire pour que l'école finalement soit un milieu de prévention de tous ces types de violences, parce qu'on en a suffisamment verbal, physique et tout ce que vous pouvez imaginer. Merci Lille. Effectivement, nous sommes en train d'amorcer les solutions et je pense qu'il faut prévenir. La violence se prévient. Je peux effectivement proposer des solutions en fonction des causes. Il faut bien comprendre que la première cause que j'ai évoquée ici, c'est la consommation abusive de ces drogues que les enfants prennent au quotidien, je vous assure. Dans les je ne vous coupe pas, mais je voudrais justement vous dire, j'aime pas cette histoire de il faut arrêter avec la drogue. Comment l'enfant arrive-t-il à construire? Parce qu'il faut aller jusqu'au fond. Comment arrive-t-il à faire connaissance? Il y a le milieu familial, il y a toute une chaîne. C'est ce que je n'étais pas... On a déjà débattu dessus. Je n'avais pas terminé pour dire que... Et là, j'embraye sur le rôle des parents, parce que l'éducation de base se fait à la maison. Les parents, un enfant bien éduqué à la maison, je vous assure, c'est un modèle. À l'école, l'enseignant, certes, il vient apporter la pédagogie et l'ensemble des autres civilités qui existent, mais l'éducation se passe d'abord à la maison. C'est le lieu ici d'interpeller ses parents, nous parents, à veiller sur la bonne éducation des enfants. J'interpelle également, puisque nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, et je vous assure que ça vient de là en majorité. Ce que les enfants voient au quotidien, regardent au quotidien, dans leur téléphone. Ce que vous appelez aujourd'hui Facebook, Twitter, pas Twitter, TikTok, Instagram, et autres, plateformes, où on fait carrément l'apologie de la violence. Il y a une immoralité sur les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, l'enfant est tenter d'imiter tout ce qu'il voit au quotidien et aller l'appliquer. Donc, ceux qu'on appelle influenceurs, entre guillemets, moi je ne les appelle pas ainsi, donc doivent pouvoir jouer leur rôle également à éduquer les enfants. Même si vous dites qu'ils ne sont pas responsables de l'éducation de vos enfants. Non, ils ne sont pas responsables, mais ils peuvent contribuer. Et enfin, je voudrais quand même aussi interpeller la société globalement à être beaucoup plus ancré dans la morale publique. Parce qu'au quotidien, ce que vous regardez au quotidien, la violence qui se vit en permanence dans notre société donne l'impression que nous sommes dans une société amorale qui fait qu'elle devient un fait banal et les élèves se mettent à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Donc la violence, c'est quelque chose qu'il faut vraiment attraper par les cornes et pouvoir la frapper. On est dans l'espérance des déclins de violence. Il faut une réforme de l'éducation. Non. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont évoqué quand même que si on revoit un peu les relations, notre système éducatif, ça pourrait réduire. Oui, ça peut... depuis, ça fait quand même beaucoup d'années déjà qu'on parle de la violence. Et c'est toujours... Il y a toujours un prétexte. Hein. Vous nous invitez ici parce qu'il y a un cas qui a lieu ici. Bon, après, nous passons à autre chose. Nous pensons, il a si bien dit, tout un module de formation doit être structuré sur
un regroupement de l'ensemble des faits de violence qu'on a vécu peut-être sur les 10 dernières années. Comment ça s'est passé, ça a commencé, ou comment cela s'est structuré, comment on en est arrivé là. Une fois qu'on aura répertorié tout cela, je vous assure qu'on aurait fait une partie importante du travail qu'il faut. C'est-à-dire que du coup, on se retrouvera dans une situation où, et ce que j'expliquais tout à l'heure, simplement par le regard, on sait déjà qu'ici, il y a un incident qui va naître. C'est fondamentalement là qu'il faut commencer. Bon, si chaque fois qu'il y aura des cas de violence, on va dire, OK, celui-là, voilà pourquoi c'est arrivé, et puis on s'arrête là. Non. Si on dit qu'il faut organiser les états généraux de X ou de Y choses pour réformer, dans tous les cas, cela ne relève pas de nous, cela relève des pouvoirs publics. La ministre est descendue en bas. Elle a condamné. Elle a condamné. Maintenant, est-ce que scientifiquement, sur le plan épistémologique, on a essayé de mettre des gens là-dessus pour savoir comment en est-on arrivé là et qu'on a classé dans une banque de données, des données exploitables et qui peuvent désormais faire l'objet d'un enseignement, par exemple, au niveau des écoles normales. Pour moi, la solution au problème commence par là. Alors Christian, on est dans une société vraiment en pleine mutation où on encaisse tout, on ne sait pas comment les contenir. Notre souhait, ce n'est plus vous inviter sur ce plateau pour reparler de violence. Ce serait quoi l'atout magique? Vous m'inviterez quand même. Oui, toujours. Très bien. Donc, moi j'aime bien l'idée qu'il a apportée, c'est de poser le bon diagnostic. Parce que tout ce que nous faisons, c'est un peu de spéculation, on émet des hypothèses et on débat dessus. Il faut qu'on ait le bon diagnostic. Et comme on est à l'ère de evidence-based, c'est-à-dire que les choses doivent être basées sur les preuves. Et les preuves sont recherchées de manière scientifique, en allant dans le fait et en regroupant des faits qui se ressemblent et en voyant qu'est-ce qui ressort plus souvent, qu'est-ce qui... voilà. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, après, si je dois donner des choses au pif comme ça, moi, ici, sur ce plateau, j'ai cité 3 choses. J'ai cité le fait que le sacré doit être repensé et remis au centre des choses. Et je pleure tous les jours nos coutumes qui s'en vont et ce monde-là qui arrive où il n'y a plus de sacré. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut... Nos enseignants sont super bien, mais il faut davantage les outiller. Là, c'est le psy qui parle. Et la troisième chose, c'est que la place de la famille. La place de la famille, je trouve qu'elle est extrêmement importante. Et pour moi, personnellement, avec le petit angle de vue de ce qui m'arrive à l'hôpital La Quintini, au service de psychiatrie, la place du père. J'ai la sensation que à chaque fois, quand je cherche, j'ai l'impression qu'il y a un père qui est absent quelque part. Absent physiquement ou symboliquement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le cadre, dans la tête de cet enfant qui n'est pas posé. Même quand il y a les 2 parents, c'est la galère, je vous assure. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, sur le plan statistique, ce qui me ressort quand même, c'est un peu plus ça. Bon, maintenant, je ne suis pas dans les écoles. Est-ce que ce conseiller d'orientation n'avait pas ses parents? Non, je ne parle pas du conseiller. Je parle pas du conseiller. Parce que de plus en plus aujourd'hui, vraiment, c'est plus... Parce que nous avons tendance à penser à aborder plus la question de la violence des enfants que pour l'enseignant même aussi, que l'enseignant qui se retrouve à ne pas se contenir. Alors, si vous voyez bien, j'ai dit, le deuxième point pour moi, c'était pour les enseignants. J'étais au troisième comme c'est la famille des enfants. Alors, donc, moi, j'ai bien structuré mes choses en mettant mes 3 points. J'ai mis le sacré, j'ai mis la question de l'enseignant et la question des enfants, qui pour moi démarre à partir de la famille. Pour moi, c'est les 3 axes. Voilà. D'accord. Il y a également que les filles et garçons, au niveau des violences, on a l'impression que c'est un peu plus poussé. Du côté des garçons, oui, c'est poussé du côté des garçons. Vous connaissez, la fille, elle est de nature réservée et puis elle a une certaine éthique. Elle a une certaine éthique, une certaine morale à préserver. La femme est quelqu'un d'assez douce de nature. Donc, lorsque vous la retrouvez dans la violence, lorsque vous la retrouvez dans la violence, c'est qu'il y a un pas de plus, un pas de trop. Donc, je voudrais dire quand même, on parle plus de l'enseignant ici, on ne fait que dire l'enseignant. Non, on a compris. On va pas faire le débat là-dessus. On a compris. Notre souhait, véritablement, c'est qu'on ne se retrouve plus ici pour évoquer ces cas de violence dans les établissements scolaires. Tout part du carcan familial pour arriver à l'échelle de la société. Alors, Dr Christian Eyoum, merci d'être venu. Et beaucoup de courage à l'hôpital La Quintini de Douala. Vous êtes médecin psychiatre. Maurice Somo, que dire? Merci. Merci encore et merci. À très bientôt. Vous serez là. C'est comment on commence le 26. Vous serez forcément là. Et puis Fabrice Nwanga, merci d'avoir effectué le déplacement pour ici. Toute l'équipe technique, merci d'avoir regardé ce programme. Merci pour la réalisation Colin Soumon-Chouan, Cyril Kayak, Duclerc. Merci pour la réalisation de ce programme. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec le journal 19h50 à Alain Gislain Kanga.
Et demain, c'est une belle dame qui prend le contrôle en direct de Yaoundé pour le débrief de l'actualité. Je vous reviens jeudi avec une autre thématique et d'autres invités, même si on nous signale un incident au niveau de la Sonatrel qui fait en sorte qu'on ait une rupture d'électricité en ce moment. On espère que Sonatrel est en train de travailler pour que les quartiers puissent être réhabilités. Merci d'avoir regardé ce programme et bonsoir.